Et salut YouTube, merci d'être avec nous, merci à toutes les personnes qui lâchent des petits pouces en l'air, à toutes les personnes qui commentent, qui s'abonnent et qui soutiennent la chaîne, vous êtes incroyables, on est bientôt 50 000, j'aurais jamais espéré ça. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet hyper intéressant, vous savez que j'adore parler de sport et aujourd'hui on va parler d'e-sport, on va parler de la question des discriminations dans l'e-sport et notamment des discriminations envers les personnes LGBTQIA+. Donc là, on est en train de réact à un article de Stup Media qui s'appelle LGBTQIA+, dans l'e-sport, une visibilité toujours à risque, qui a été écrit par Nathan Lautier. Et donc dans cet article, on apprend qu'une équipe de sport qui s'appelle Solary, une équipe donc qui est française, qui est à Tours, a dans son roster présenté 3 joueuses transgenres et ça a créé une vague de haine et de harcèlement hyper violente sur les réseaux et les joueuses se sont retrouvées sous un torrent, vraiment un énorme torrent de haine, de menaces de mort, d'appels au suicide, etc. et tout. Donc vraiment un truc assez affreux. Solary a plutôt bien réagi, donc l'équipe d'e-sport a plutôt bien réagi en protégeant ses joueuses et dans le monde de l'e-sport, on a vu quand même une certaine solidarité puisque des associations de supporters se sont vraiment positionnées pour les joueuses. Il y a par exemple Rising Shield, qui est une association de supporters qui a fait un communiqué vraiment incroyable pour apporter son soutien, dans lequel ils disent par exemple: le sexisme, la transphobie et toute autre forme de discrimination n'ont pas leur place ni dans leur vie, ni dans la vie, ni dans l'e-sport. Il est de notre responsabilité en tant qu'association, mais aussi individuellement, de travailler à rendre le milieu plus inclusif et d'être aux côtés des personnes qui subissent ce déferlement de haine. L'e-sport reste un milieu très masculin et misogyne. Par ce communiqué, nous souhaitons apporter notre soutien aux joueuses de l'équipe Solary et plus globalement à toutes les personnes transgenres qui ont été visées et attaquées par de multiples propos de haine et à toutes les femmes qui ont été prises pour caution par des personnes misogynes et transphobes pour justifier leur argumentation problématique, à tout acteur et actrice de la scène qui travaille à rendre celle-ci plus inclusive et accessible à toutes et à tous. Donc on a vu dans le milieu de l'e-sport vraiment un soutien vraiment magistral, hyper beau, mais malheureusement du côté des équipes, du côté des sponsors, ça a été beaucoup plus compliqué. L'article de Nathan Lautier nous apprend notamment que l'équipe GameWard, donc une équipe qui joue à League of Legends, a décidé de dissoudre son équipe féminine juste après l'annonce de sa création en raison justement de la vague de haine subie par Solary et que des sponsors de l'équipe GameWard avaient préféré se retirer pour éviter soi-disant une vague de haine sur sa propre équipe, qui pose vraiment question parce que ça revient un petit peu à faire gagner les connards. Parce que si on en vient à un moment donné à avoir des discriminations, de la haine, de la violence contre des joueuses, pour qui se retournent ensuite contre d'autres équipes qui n'ont rien à voir avec l'histoire, mais on dit: ah oui, mais du coup, si on a des femmes ou des personnes trans dans l'équipe, il va y avoir du harcèlement, donc finalement, on préfère dissoudre ces équipes-là. Ça me rappelle un petit peu l'argumentaire qu'on a eu sur YouTube à une période où on nous disait: non mais j'invite pas de femmes sur ma chaîne parce que ça évite qu'elles aient de la haine et du harcèlement. J'ai envie de dire, les petits potes, il serait un petit peu temps de prendre vos responsabilités. Si t'as de la visibilité, si t'as une entreprise, si t'as une structure sportive et que tu as une équipe féminine, en fait c'est ta responsabilité de les protéger, de les préserver. C'est à toi aussi de faire attention avec les orgas, en leur mettant la pression pour que ces personnes-là aient leur place. C'est pas en invisibilisant ces personnes que les choses vont bien se passer. En fait, ce qu'on voit là avec les équipes d'e-sport qui choisissent de dissoudre leurs équipes féminines, soi-disant pour éviter la haine, avec les sponsors qui décident de se barrer, etc. et tout. Mais en fait, c'est un système d'invisibilisation des personnes LGBT+, qui est tout à fait inacceptable et qui est malheureusement omniprésent à la fois dans le monde de l'e-sport, mais aussi dans le monde du sport. Je cite Anthony Met, un chercheur qui travaille à la clinique du sport de Bordeaux et à la fac de Bordeaux, qui parle de l'invisibilisation des personnes LGBT+, et qui souligne notamment, par exemple dans le football, que les enjeux de l'homophobie dans le sport ont contraint les hommes au secret. C'est exactement ce qu'on observe si on évolue dans le monde du sport de tous les côtés, quoi. Il y a une véritable culture de la dissimulation. On attend des personnes LGBT qu'elles ne se montrent pas, on attend qu'elles n'existent pas ouvertement dans le milieu sportif.
Et je préchote tout de suite les commentaires de personnes qui vont peut-être débarquer en disant « Oui, mais tu n'as pas à parler de ta sexualité au sport on est là pour le sport, etc. etc. et tout. » Ce à quoi je répondrai « Ça se voit que t'es hétéro !» Parce que les hétéros, ils parlent de leur sexualité en permanence, bien entendu qu'ils parlent de leur sexualité, parce qu'ils sont en mode « Oui, avec ma femme et mes enfants, on est allé à la plage, on a fait du camping, vous aimez le camping, j'adore le camping !» Je parle pas de sexualité au sens de la baise, je parle du fait qu'ils sont hétéros, ils te le font savoir. Ces gens se permettent de te raconter leurs vacances, qu'ils ont fait, etc. et tout. Pour les personnes queer, c'est pas possible ça. C'est pas possible parce que, en réalité, si ces personnes faisaient exactement la même chose, c'est-à-dire qu'elles racontaient leur week-end, qui est exactement le même. C'est-à-dire que si moi, j'arrive à la salle de boxe et que je dis « Oui, avec mon mec, on est allé au camping, on a fait du camping, c'est super le camping !» Eh ben, tout le monde va me regarder dans la salle de boxe et va dire « Comment ça, ton mec ? Comment ça, ton mec ?» Et à partir de là, il va y avoir un soupçon marbré de LGBT-phobie qui va faire que certaines personnes vont peut-être plus vouloir faire certains exercices avec moi, vont plus vouloir peut-être se doucher en ma présence, ce qui est quelque chose dont témoignent énormément de sportifs et sportives LGBT+, qui disent, en fait, à partir du moment où j'ai fait mon coming out, les gens étaient là, ils voulaient plus prendre la douche avec moi parce qu'on me soupçonnait de les sexualiser ou de je ne sais quoi, etc., etc. Il y a un espace où les personnes hétéros, elles, peuvent s'exprimer totalement ordinairement, ça pose de problème à personne, en parlant de leur relation de couple, de leur vie familiale, etc. et tout, et donc de manière tacite de leur sexualité hétérosexuelle, là où en miroir, les personnes LGBT+, elles sont obligées de ne pas exister. Il y a dans le sport, littéralement, une invisibilisation des personnes LGBT. Pourquoi n'y a-t-il aucun homme gay à l'UFC, donc la plus grande organisation de MMA au monde ? Tout simplement parce qu'aucun mec gay n'ose faire son coming out à l'UFC. Pas parce qu'aucun mec gay ne fait de MMA. Tout simplement parce que si tu es gay et que tu fais du MMA et que tu en plus appartiens à une organisation professionnelle, tu dois te cacher. C'est pas que les personnes gays ou LGBT+, ne font pas de sport de combat, par exemple. Dans les sports de combat, c'est simplement que dire que tu fais un sport de combat en étant une personne LGBT, c'est exposé à des violences énormes. On va en parler tout à l'heure, je vous citerai les statistiques. Et donc, du coup, les personnes, à un moment donné, elles font ce qu'elles peuvent pour ne pas subir de violences dans leurs espaces sportifs et leurs espaces de loisirs. Je vous rappelle aussi qu'en France, on n'a donc toujours pas eu un seul coming out d'un joueur de foot pro en activité. Ce qui est une anomalie statistique évidente, puisque si on en croit l'enquête LGBT+ Pride de Ipsos, menée sur 30 pays en 2023, les personnes LGBT représenteraient à minima 9% de la population. 9% de la population, pas un seul joueur de foot professionnel ouvertement LGBT, c'est absolument pas possible. Cela dit, ce n'est pas parce qu'il y a cette invisibilisation des personnes LGBT plus que la responsabilité revient aux personnes LGBT de s'outer. On est bien d'accord que c'est des stratégies parfois de préservation qui ont absolument du sens de ne pas s'outer dans des milieux où on se sent en danger, etc. et tout. Ce poids-là n'a pas à revenir aux athlètes. Ce poids-là doit être la responsabilité des structures sportives, des clubs, du milieu dans lequel les sportifs et les sportives s'entraînent, qui doivent créer un climat justement suffisamment sain et safe pour que, en fait, ce ne soit plus un problème de s'outer. Ce n'est pas aux personnes de porter ça à bout de bras, à elles seules, contre toute force structurelle. C'est totalement inacceptable d'exiger ça. Et aujourd'hui, malheureusement, le système fonctionne de cette manière-là. C'est de temps en temps un ou une sportive qui s'oute, il y a des petits applaudissements comme ça, et après, on essaie de pas trop en parler parce que le sujet doit rester sous le tapis, et rien n'est fait structurellement pour éviter des violences LGBT-phobes dans les clubs, pour éviter des biais dans les carrières professionnelles liées à un coming out, pour responsabiliser les organisations de grosses compétitions par rapport au harcèlement LGBT-phobe, etc., etc. Donc pour le moment, c'est cosmétique et ça s'arrête là, quoi. Hein. Tout ça pour dire qu'il y a quand même un vrai problème avec l'invisibilisation dans le sport et que ça, évidemment, ça se retrouve aujourd'hui dans l'e-sport. Je reprends l'article. Une LGBT
l'LGBT-phobie bien installée. Si chez Solari, respecter et défendre publiquement ses joueuses queer semble une évidence, la sphère sportive française a encore beaucoup de travail pour accepter les personnes LGBTQIA+. C'est simple, si on prend les principales scènes compétitives françaises, League of Legends, Counter-Strike, Valorant, Rocket League, aucun homme trans n'est recensé et un seul homme gay est outé, Jérémy Eika Valdener, joueur de League of Legends de Gentlemate, la structure créée par Gotaga, Squeezie et Brox. Celui qui fête sa 10e année dans l'e-sport a fait son coming out public le 27 décembre 2023. Avant ça, ma famille le savait, j'en parlais à mes amis proches, mais pas du tout à mon équipe, confie-t-il. Son équipe, raconte le joueur, découvre son coming out en même temps que tous sur Twitter. Le déclic a eu lieu lors de son changement de structure. Un soir, je me suis demandé, est-ce que j'ai envie de vivre comme ça, caché pendant des années? Non, je me sentais prêt mentalement. En plus, j'avais regardé la série queer Follow Traveler qui m'avait aidé, donc je me suis lancé. En interne, ses dirigeants lui apportent immédiatement du soutien. Ça a été hyper bien accueilli, se réjouit Eika. Depuis, quand le joueur tweet un happy Pride Mouse, par exemple, sa team met un cœur sous son post ou fait un communiqué quand il prend une vague d'homophobie trop présente, mais c'est tout. Pour cette enquête, nous avons contacté Carmine Corp, géré par Kameto, Gentlemate, équipe de Squeezie, Gotaga et Brox, AHGIS, équipe de Sean's Dr. Feelgood et Mr. MV. Nous voulions leur demander pourquoi ils ne prenaient pas position publiquement, est-ce qu'une parole publique était envisageable, comment faire pour améliorer la place des personnes queer dans l'e-sport. Pas de réponse. Vitality a décliné notre invitation. Les structures, elles, préfèrent ne pas aborder ces sujets sans donner d'explication. La peur de vexer une communauté qui a largement montré sa queerphobie peut-être, ou de perdre un sponsor. Les structures veulent toujours être le plus lisse possible, sauf que l'inclusivité peut faire des vagues, analyse Ceylan. C'est la politique du don't ask, don't tell, ne demande pas, ne dis rien, estime Valentin Sebo, journaliste jeux vidéo, qui constate que les chats Twitch lors des compétitions sont pleins de messages queerphobes. C'est bien en vrai ce qu'ils ont fait Gentlemate, déjà d'envoyer des messages de soutien quand il y a du harcèlement, que l'équipe soutienne quand leurs joueurs parlent de la Pride, tout ça c'est super, mais en vrai, c'est pas une vraie politique interne d'inclusivité, c'est pas une vraie prise de position pour dire on est absolument contre la LGBT-phobie, si vous êtes LGBT-phobe, cassez-vous, on veut pas de vous dans nos supporters, etc. C'est pas une politique de zéro tolérance contre la queerphobie quand il y a un match qui se joue et que dans le chat, il y a des gens qui postent des trucs queerphobes ou LGBT-phobes. En fait, c'est pas qu'ils ne se mouillent pas, parce que ce que sous-entendent les personnes interrogées par Nathan Lautier, c'est que les entreprises voudraient ne pas se mouiller. Mais là, ce qu'ils font, c'est se mouiller en fait. C'est se mouiller du côté de la discrimination. C'est un choix totalement politique. Cette impression d'apolitisme dans le silence comme ça d'organisation envers la queerphobie, envers la LGBT-phobie, en fait, c'est pas de l'apolitisme. En fait, c'est prendre parti et prendre position du côté des harceleurs, du côté des agresseurs et du côté d'un milieu sportif qui va continuer ensuite pendant des décennies et des décennies à reproduire ces discriminations. Donc c'est un choix politique et il faut bien le comprendre comme tel. Et moi je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'on responsabilise ces personnes et qu'on leur dise, ben en vrai, ça c'est pas acceptable en fait. C'est pas acceptable. Vous pouvez pas laisser juste vos joueurs porter le poids du monde sur leurs épaules. Vous pouvez ne pas mettre comme ça de choses claires en place pour protéger les personnes LGBTQIA+, et faire en sorte que le sport que vous aimez, il puisse être apprécié par toutes et tous de la manière qu'ils le veulent. À un moment donné, des climats comme ça aussi unsafe, c'est pas OK. Et je le redis, c'est pas spécifique à l'e-sport, hein, c'est dans le monde du sport en entier. Hein. C'est vraiment, moi, j'ai aucune critique spécifique à faire à Kameto, Squeezie, Gotaga, Dr. Feelgood ou Mr. MV. Il y a plein de ces personnes qui ont pris la parole de manière très claire en soutien aux personnes LGBT+. On voit qu'il y a quand même une volonté de bien faire, mais il y a peut-être, je crois, une incompréhension du degré d'engagement qui va être nécessaire. Aujourd'hui, l'e-sport tel qu'on le conçoit est malheureusement héritier de manières d'agir qui sont celles du sport. Et ces représentations-là, elles sont hyper toxiques. Et si on veut changer ça, ça ne veut pas reposer juste sur des personnes LGBT+, qui sont déjà minorisées, qui doivent tout faire elles-mêmes. Il y a besoin que les représentants de ces différentes instances fassent plus. Autre théorie, donc souligne Nathan Lautier, autre théorie, le rôle de plus en plus important de l'Arabie Saoudite dans l'e-sport avec l'organisation de l'e-sport World Cup EWC qui se tient depuis 2024 à Riyad. Avec la stratégie saoudienne de soft power d'arroser l'e-sport français d'argent, la place des personnes LGBTQIA+ a dû encore être un peu rognée. Sur place, l'homosexualité et la transidentité sont considérés comme des crimes graves. De quoi agacer Ceylan, Solari ne participe pas à l'EWC. Débarquer aussi facilement dans notre milieu, c'est presque un pas en arrière et un aveu de faiblesse. Les valeurs du numérique et de l'e-sport ne sont finalement pas si fortes que ça et quiconque a de l'argent est bienvenu, c'est un peu triste. Il y a un vrai problème.
au bout d'un moment, que juste n'importe qui, pété de fric, puisse débarquer et interdire à toute une partie de la communauté d'un sport d'y participer, et que les autres gens qui sont dans ces communautés-là trouvent ça ok et disent ouais non ça va, tu sais c'est genre toujours ouais on a la passion, notre sport c'est notre vie, vous pouvez pas comprendre et tout machin etc. Ouais mais en vrai il y a d'autres gens, ce même sport c'est leur vie tu vois, ces gens-là ils sont dans les gradins avec toi, ces gens-là ils sont sur les streams avec toi, ces gens-là ils sont à soutenir financièrement les équipes avec toi. Et ces gens-là, ils n'ont pas le droit d'exister. C'est là où, pour moi, je trouve une grande communauté sportive se distingue, quoi. C'est pas, en fait, dans la capacité de remplir les plus gros stades, ou c'est pas dans la capacité d'avoir le plus de thunes, ou je sais pas quoi, etc. et tout. C'est dans la capacité, vraiment, de se reconnaître en tant que communauté dans son ensemble, et de dire, touche un membre de ma clique, tu verras, on n'est pas tout seul. On va te rincer, on va te rouler dessus. Tu veux pas que les joueurs et joueuses LGBT, trans et tout, ils viennent à tes events. On s'en bat les couilles, plus personne vient à tes events. On veut pas de ta thune, garde ton sale fric, tu vois. Ça, c'est la classe. Ça, c'est la classe. Et là, aujourd'hui, l'e-sport, moi, je pense qu'ils ont les moyens de faire ça. Parce que l'e-sport, à la différence de plein d'autres sports, en vrai, ils ont Twitch, ils ont des diffuseurs qui sont des personnalités connues, tu vois, ils ont des gens comme Squeezie, comme Gotaga, comme Kameto pour pousser les personnalités, etc. et tout. Oui, l'argent du Qatar, ça fait plaisir, mais il n'y a pas besoin forcément que de ça, il y a peut-être d'autres manières de fonctionner. C'est pas, tu vois, le décathlon. Le mec qui fait du décathlon, là, Kevin Meyer, il a les championnats du monde, il a 3 compètes, si c'est organisé par vraiment les pires connards de la Terre, il a moyen le choix, tu vois. Il est tout seul chez lui, il boycotte chez lui, rien ne se passe. Maintenant, une équipe qui a Squeezie, Gotaga, une équipe qui a Kameto, qui décide de dire allez vous faire foutre, on participe plus à vos trucs de merde, on vous chie dessus tant que vous acceptez pas les personnes LGBT+, là ça a de l'impact, tu vois. C'est pas juste un type tout seul qui décide de boycott, là c'est vraiment le poids et la puissance de communautés de plusieurs millions de personnes qui sont aussi des consommateurs, qui sont aussi des joueurs et des joueuses, et au pire, tu vois, t'organises ton tournoi, tu fais ton truc en parallèle et tu dis voilà, notre tournoi, tout le monde est bienvenu, et ça change tout. C'est hyper important, je crois, de le faire maintenant, parce que si on laisse s'installer dans l'e-sport aujourd'hui cette manière de fonctionner là, qui est basiquement la manière de fonctionner du foot et compagnie, bah en fait à quoi ça va ressembler demain? Bah ça va ressembler au sport business de merde, qui est à la fois un sport régi par l'argent, à la fois un sport qui ne respecte pas du tout les communautés, hein, et en plus de ça, bah justement voilà, sur toutes les questions de valeur, bah il y a aucune valeur quoi. Donc est-ce que c'est vraiment à ça que tu as envie que ton sport ressemble? Moi je crois pas. Quand tu as un sport jeune qui est en train de naître, qui est porté par de telles figures publiques, je pense que c'est l'occasion justement d'essayer d'en faire quelque chose de beau et de pas se laisser avoir. Mais cela dit, il ne faut pas considérer que tout ça est spécifique à l'e-sport. Tout ça, en fait, est spécifique au sport. Et si l'e-sport se retrouve aujourd'hui à se construire avec ces problématiques-là, c'est tout simplement parce que l'e-sport reflète le monde du sport qui n'a jamais su résoudre ces problèmes. Et d'où ça vient tout ça? En fait, ça vient vraiment de l'histoire du sport moderne depuis sa constitution à peu près au 19e siècle. Au 19e siècle, on n'a pas l'invention du sport, le sport existe depuis bien longtemps avant, mais on va avoir en fait l'organisation et la codification du sport qui va se mettre en place, et ça va pas être mis en place par n'importe qui, ça va être mis par les représentants des classes dominantes, en gros les gens qui dominent la société, à savoir notamment la bourgeoisie et l'aristocratie. Par exemple, c'est dans les universités de l'aristocratie anglaise que vont être rédigées les premières règles du foot et les premières règles du rugby. C'est des sports qui sont joués déjà de manière populaire dans la rue par plein de gens, etc. et tout. Mais il n'y a pas vraiment d'organisation qui chapeaute tout ça. Il n'y a pas vraiment de règles strictes et claires de comment ça fonctionne. Ces règles-là, eh ben, en fait, ça va être fait dans des milieux universitaires qui sont des lieux à la fois élitistes, sexistes et extrêmement virilistes. Et donc, quand ils vont structurer les sports, quand ils vont leur donner leur forme, qui est la forme qu'on connaît encore aujourd'hui, ben en fait, ils vont leur donner un visage qui leur ressemble à eux. Évidemment, ça va faire que le sport, qui au départ est un joyeux bordel où on pouvait voir un peu de tout, ben ça va devenir un espace de plus en plus excluant et de plus en plus marqué par la masculinité, et une masculinité assez toxique. Et c'est un process qui va ne faire qu'empirer durant le XXe siècle, parce que à partir du XIXe et pendant le XXe, il va y avoir la montée des nationalismes, puis la montée des fascismes.
Et dans les milieux fascistes, le sport va devenir un outil politique, instrumentalisé politiquement, puisque le sport il va être perçu comme un outil de régénération du corps social, un corps social qui est accusé de décadence, c'est toujours à ça que répond le fascisme. Le fascisme voit l'État, la nation comme un corps humain qu'il faudrait régénérer d'une décadence dont sont accusées notamment les personnes LGBT+. D'accord? Donc, à partir du moment où le sport va se structurer dans ces espaces ultranationalistes, proto-fascistes, etc. et tout, il va aussi se structurer autour d'une vision totalement idéalisée de la masculinité, d'une exclusion extrêmement nette et stricte des personnes LGBT+, etc., etc. Parce que dans le sport, en fait, se produit un espace où les nationalistes, où les fascistes vont pouvoir jouer, mettre en scène un peu l'héroïsme national, créer de la conscience autour d'une équipe de foot, une conscience de la nation, en disant, ben voilà, nous sommes français, regardez, nous sommes héroïques, notre équipe de foot, elle bat tout le monde, etc., patati et patata. Et en gros, c'est un espace d'endoctrinement dans lequel vont être injectées de nombreuses représentations fondamentalement politiques dont on est encore héritier aujourd'hui. Je cite la sociologue Louise Desjean qui explique « Dans l'espace sportif, ce qui est valorisé, c'est la compétition, la force physique, l'endurance, l'agressivité, l'explosivité. Toutes ces valeurs sont associées au masculin. La norme masculine est donc très forte. Preuve en est, toute l'histoire du sport est aussi fondée sur l'exclusion des femmes qui ont dû lutter pour pouvoir y accéder. C'est un espace qui érige une différence fondamentale entre le masculin et le féminin. Or, cet idéal-là de masculinité va avec le fait qu'on doit être hétérosexuel pour être considéré comme un véritable homme, poursuit la chercheuse. C'est ce qu'on appelle l'hétéronormativité, autrement dit le fait de considérer l'hétérosexualité comme la norme. On a un peu ce biais, parfois, de croire que les sports sont naturels, que le sport a toujours fonctionné de telle ou telle manière. Mais en fait, le sport, c'est quelque chose d'arbitraire. C'est un système de règles, c'est un jeu avec des règles qu'on a construit et produit nous-mêmes, qui sont en fait le reflet des sociétés dans lesquelles on vit et dans lesquelles on évolue. Et la construction du sport du 19e au 20e jusqu'à aujourd'hui, elle a été marquée, hélas, par une masculinité toxique, hyper excluante, qui fait qu'aujourd'hui, le sport est discriminant par nature. Et ce qui pose problème, c'est que, en fait, cette espèce d'hétéronormativité dont parle Louise Desjean, en fait, elle n'est pas que excluante au sens où les personnes se sentent mal à l'aise d'aller faire du sport ou je ne sais pas quoi. C'est qu'en fait, elle se traduit par des violences très, très, très concrètes. Parce que je préchote un peu les commentaires YouTube de gens qui vont dire oui, non, mais ces gens sont trop sensibles, tu vas faire du sport, et puis c'est tout, il n'y a pas de problème, patati et patata, sauf que les études démontrent très très largement qu'être une personne LGBT+ dans les milieux sportifs, c'est s'exposer à des violences radicales. Selon une étude Ipsos pour le ministère de la Santé parue en 2023, 60% des personnes LGBT+ disent avoir déjà vécu une agression verbale homophobe dans le milieu du sport, agression devenue physique dans 44% des cas, qui a ensuite poussé 29% d'entre eux à cacher leur orientation sexuelle et 15% à arrêter le sport. Le chiffre est gigantesque. 60% les gens. 60% ont déjà vécu directement une agression verbale homophobe. C'est pas avoir entendu un truc homophobe, patati, c'est une agression verbale, c'est on s'en prend en toi de manière homophobe. On peut pas continuer à dire ouais, non, mais ça, c'est pas grave, ça a toujours été comme ça, patati et patata, etc., machin et tout, quoi. C'est non, en fait. Il y a une vérité, c'est que le sport aujourd'hui est défaillant. Le sport aujourd'hui est défaillant. Le sport, ça peut être très beau, ça peut être un espace d'épanouissement, ça peut être un espace d'émancipation parfois, ça peut être un espace d'énergie et d'émotion collective fabuleux. Mais c'est pas acceptable que cet espace-là, il ne soit réservé qu'à certains. Ça ne peut pas être que l'espace des hommes cis hétéros qui sont les seuls comme ça à pouvoir profiter des stades, des clubs, des endroits pour s'entraîner, etc. et tout. C'est pas normal. Tout le monde devrait avoir le droit de venir s'entraîner en se sentant en sécurité. Tout le monde devrait avoir le droit de pratiquer son sport en se sentant en sécurité. C'est pas normal qu'on ait dû attendre 1999 pour avoir une sportive en activité qui soit vraiment au sommet de sa carrière, qui fasse son coming out en France. C'était Amélie Mauresmo à l'époque lors d'un Open d'Australie et ça avait fait scandale. Elle a été harcelée après avec ça pendant des années et des années. C'est pas normal. C'est pas normal que dans le foot, on n'ait qu'un seul joueur pro qui ait jamais fait un coming out et c'était bien après sa retraite. C'est donc Olivier Rouillet.
un seul mec, c'est pas ok. Donc pour revenir à l'e-sport, en fait, on a une chance avec l'e-sport aujourd'hui, c'est que c'est des sports qui se réinventent hors de cet héritage historique extrêmement pesant qui est celui du sport du 19e, du 20e siècle, marqué de cette LGBT-phobie, etc. Et tout. Mais le problème, c'est que l'e-sport, il se fait malheureusement en miroir de la culture du sport dans notre société, qui est cette culture LGBT-phobe, malheureusement. Et c'est pour ça que c'est aussi important, je pense, d'avoir des gens qui prennent la parole pour dire stop, comme les joueuses dont a parlé Nathan Lautier dans l'article qu'on est en train de lire, parce qu'on a besoin, je pense, d'avoir ces personnes qui, avant que ça tourne mal, avant que ça devienne le football, disent s'il vous plaît, quoi, venez, cette fois on fait mieux, venez, cette fois on fait bien. Et puis, je pense que de manière aussi un peu plus exhaustive, c'est aussi hyper important de rappeler que faire ça, c'est autoriser toutes les personnes LGBT+, à se sentir légitimes à venir pratiquer de l'e-sport en loisir, par exemple, à venir sur les jeux qui sont joués, etc., etc. Parce que la culture professionnelle, et ça vaut pour le sport comme pour l'e-sport, marque toujours la culture ensuite amateur du sport dans son ensemble. Il n'y a pas du tout une fracture nette entre pro et amateur où le sport compétitif serait dans sa petite bulle et n'impacterait pas le sport amateur. En vérité, le sport compétitif dit comment le sport amateur va fonctionner. Parce que on vit ce qu'on appelle des socialisations sportives, c'est-à-dire des apprentissages de comportement qui se basent sur des modèles. On a des héros, quoi. Quand on va dans un sport, c'est parce qu'on a un héros. Combien de personnes ont fait du foot à cause de Zidane? Parce que, waouh, Zidane, incroyable, etc. et tout. Et encore aujourd'hui, ces gens-là, tu leur parles de Zidane, ils ont des étoiles dans les yeux. Et donc, on veut ressembler à ces personnes. Et c'est pour ça que c'est incroyablement important d'avoir des gens dans les circuits pro qui soient représentatifs de tout. Des gens qui n'ont pas à se cacher parce que t'es un jeune adolescent LGBT+, tu vois des personnes queer, tu vois des personnes LGBT dans la scène e-sport, en fait, tu te reconnais dans ces personnes-là et tu te sens légitime à venir sur les jeux, à jouer, etc. et tout. Mais pour ça, il faut que derrière, les assos, les structures, tout ce qui va gérer ça, quand elles voient de la LGBT-phobie sur les chats, quand elles voient de la LGBT-phobie dans les jeux, elles ne laissent pas faire. Elles ne laissent pas faire pour qu'il y ait cette place et qu'il y ait cette inclusivité. C'est ultra important. Les idées pour améliorer les choses ne manquent pas. Le journaliste Valentin Sebo imagine des messages de sensibilisation qui pourraient être diffusés avant les rencontres. Eka, lui, imagine un maillot spécial pour le mois de la Pride qui serait porté par les joueurs, ou un drapeau LGBT sur le maillot, comme le badge arc-en-ciel en Ligue 1, et ensuite vendu pour reverser une partie de l'argent à une association, tente-t-il. L'important pour lui, c'est d'avoir une présence médiatique sur les réseaux pour habituer les personnes et montrer qu'on existe. Lilith, elle, estime que ce n'est pas suffisant, qu'il faut les choquer, et d'imaginer par exemple des drag queens qui hostent les matchs. Là oui, il y a un truc. Moi déjà, je pense qu'il faudrait des sanctions très nettes et très claires, surtout quand on gère des chats. Je suis désolé, mais modérer un chat, c'est pas non plus infaisable. Donc même s'il y a beaucoup de monde, même s'il y a beaucoup à faire, c'est pas un souci. Il y aurait des gens pour faire la modération et qui se démerderaient pour que tout message LGBT-phobe pète. On verra à quelle vitesse ça va disparaître. Ensuite, totalement d'accord avec le reste. Les messages de sensibilisation, les maillots avec le drapeau LGBT+, reverser de l'argent à des assos. Mais je pense que ouais, comme dit Lilith, il en faut plus. Il faut que ces gens, ils soient à un moment donné confrontés, voilà, regarder les personnes qui existent, les personnes queer, les personnes LGBT+, etc., etc. Il faut plus que ça. Toutes ces questions-là qu'on vient d'évoquer, elles me semblent d'autant plus importantes qu'on a appris il y a 2 jours une nouvelle que je trouve personnellement vraiment très triste, comme quoi les athlètes trans seront désormais interdits de compétition féminine aux USA. Une décision qui fait suite à un décret transphobe de Donald Trump dont l'objectif était, je cite, attention, transphobie dans le texte, donc décret de Donald Trump, l'objectif était de maintenir les hommes en dehors du sport féminin. Il avait ajouté, je cite encore, à Los Angeles en 2028, mon administration ne restera pas les bras croisés à regarder des hommes battre des athlètes féminines. Et ça, en fait, pour moi, c'est la phase finale et aboutie de ce qu'on a vu décrit dans l'article qu'on a lu de Stup Media autour du fait d'avoir de la transphobie contre des joueuses sélectionnées dans une équipe. Ça commence avec de la transphobie envers des joueuses et on laisse faire et puis on dit rien et puis machin, etc. et tout. Et puis à la fin, on finit par avoir des prises de position de plus en plus transphobes et un jour, les athlètes n'ont tout simplement plus droit de citer dans les compétitions. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse et moi aussi, ça me fout une rage énorme. Évidemment, je précise, Trump se moque totalement des athlètes de sport féminin. Ça n'a absolument aucun sens. Je vais le démontrer tout à l'heure ce qu'il dit. Il essaie juste d'exploiter les préjugés encore très forts à l'encontre des personnes trans
pour séduire un électorat totalement désinformé qui croit que aujourd'hui, parce qu'on leur raconte comme ça, il suffirait à n'importe quel homme cis de mettre une perruque pour pouvoir aller dans un sport féminin et faire les JO en tant que candidate féminine. On va rappeler un peu les faits que évidemment c'est totalement 100% faux, c'est de la merde. Il ne suffit évidemment pas de dire que tu es trans pour faire de la compétition en tant que femme. La plupart des règlements prévoient une période de traitement obligatoire, notamment hormonaux, et une vérification que la personne vit bien selon son genre dans la vie pour que justement il n'y ait pas de problème d'inéquité, etc., etc. Dans le sport tel qu'il existe aujourd'hui, l'histoire des hommes dans le sport féminin, ça n'a aucun sens, à moins évidemment d'être un immonde transphobe comme Donald Trump et de mégenrer les gens. Et évidemment, il faut aussi préciser que tout ça, c'est une panique morale absurde et vide de sens. Les personnes trans, en réalité, c'est très peu de gens. C'est 0,09% de la population française, selon les chiffres du gouvernement. Aux US, ce serait au maximum 0,6% de la population. Donc non, même si toutes les personnes trans se mettaient demain à vouloir faire du sport en compétition, eh bien, les femmes cis ne seraient évidemment pas grand remplacées du sport. Et enfin, je voudrais préciser que de toute façon, même si ça arrivait, les études scientifiques les plus récentes montrent très clairement que les femmes trans n'ont aucun avantage dans le sport compétitif. Elles perdent tout ce qui est considéré comme des avantages masculins pendant la transition. Je cite notamment un rapport du CCES de 2021 qui a fait une méta-analyse de toute la littérature scientifique disponible sur le sujet. Donc le traitement hormonal fait baisser la testostérone, engendre une perte de masse musculaire, de cardio et ramène les athlètes trans dans la norme de femmes cis non sportives. Non sportives. Attention. D'ailleurs, ça se vérifie très clairement dans les faits. Il n'y a pas une seule femme trans qui domine totalement la compétition dans un sport, voire dans plusieurs sports. C'est jamais arrivé. Les exemples qui nous sont montrés dans les médias, comme par exemple la nageuse Lia Thomas, qui avait subi énormément de harcèlement sur les réseaux sociaux pour une victoire en compétition, parce que ça y est, les femmes trans battent toutes les femmes cis en compète, c'est pas normal, patati patata. En réalité, Lia Thomas n'a jamais battu aucun record. Elle a simplement gagné une seule course nationale alors qu'elle concourait dans 3 catégories et depuis des années et qu'elle a en plus perdu dans les 2 autres et ça s'est arrêté là. En réalité, les femmes trans qui font du sport, bah oui, des fois elles gagnent une compète par-ci par-là, mais à ce jour, aucune d'entre elles ne domine totalement sa discipline. C'est pas vrai qu'elles font des performances incroyables et totalement injustes. C'est absolument faux de raconter ça. Et tout ça n'aboutit qu'à une seule chose, l'exclusion des femmes trans du sport et notamment du sport amateur, parce que quand tout le sport professionnel te hurle que tu n'as pas ta place dans les compétitions, ben tu finis par te dire que tu es peut-être en danger ou que tu n'as peut-être pas le droit de venir pousser la porte des clubs sportifs. Et ça, pour moi, c'est totalement inacceptable. Donc, à toutes les personnes qui disent aimer le sport, qui prétendent aimer profondément un sport ou un autre, ben, si vous l'aimez en le partageant. Et donc, vous voulez que tout le monde y ait sa place. Et donc, pour ça, ben, je suis désolé, ça passe aussi par se battre pour que les personnes LGBT+, les personnes trans, elles aient leur place dans vos clubs, elles aient leur place à l'entraînement avec vous. Et ça suffira pas, en fait, de juste dire de temps en temps, oui, non, moi, ça me dérangerait pas si une personne LGBT, elle était là. Il va falloir faire des choses concrètes. Il va falloir œuvrer à ce que vos clubs se transforment. Il va falloir surveiller la LGBT-phobie ordinaire dans vos environnements sportifs pour qu'un jour, le sport soit vraiment ouvert, inclusif et disponible à toutes et à tous. Merci YouTube, merci beaucoup pour toute la force que vous donnez à la chaîne. Merci, je sais que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à me suivre et ça me fait trop plaisir. N'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee, il y a un petit lien juste en dessous dans la description. Vous pouvez aussi bien évidemment vous abonner si vous ne l'êtes pas. Plein de beaux projets sont à venir très bientôt. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao!